Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission. Voici Gunnar Mergner Et Caro Matzko. en tête-à-tête. On a toujours tendance à s'imaginer qu'en se taisant, on ne dit rien. C'est faux, bien sûr, car notre corps parle pour nous. Il communique de façon non verbale, via les odeurs, par exemple. J'ai dit quoi, là? Je suis une gracieuse fleur printanière. Trop mignon. Pour être plus précis, j'ai dit « Je suis une gracieuse fleur printanière qui sort de la douche ». Cela prouve bien que Gunnar et moi, après des années de collaboration, nous pouvons toujours nous sentir. Pour quelles raisons et pourquoi d'autres nous sortent par les narines? Ça, mystère. Mais vous le savez, dans Xenius, aucune question ne reste sans réponse. C'est pourquoi nous avons rendez-vous avec des experts du sens olfactif à l'université Heinrich Heine de Düsseldorf. On va essayer de leur tirer les vers du nez. Oui, nous allons tenter de savoir ce que notre odeur corporelle peut bien révéler sur nous. Pourquoi et comment réagit-on aux odeurs des autres, plus précisément à l'odeur de leur peau? C'est tout à fait passionnant car nous allons découvrir que nos petites cellules olfactives nous manipulent bien plus qu'on ne le croit. Voyons comment ça marche. Un fantasme masculin qui devient réalité. Une substance corporelle artificielle à laquelle aucune femme ne peut résister. Malheureusement, messieurs, ce n'est pas si simple, même si nous sommes bel et bien influencés par les odeurs. Le professeur Hans Hatt a mis son nez au service de la science. Cela fait 20 ans qu'il est sur les traces de l'odorat. Le nez a un accès direct aux parties les plus primitives de notre cerveau. Et c'est là que sont stockées les émotions. Chaque odeur enregistrée est associée à une émotion. Quand nous sommes à nouveau en présence de tel ou tel parfum, nous allons chercher dans ce répertoire mémoriel l'image et l'émotion qui l'accompagnent. Voilà pourquoi, en chacun de nous, toute fragrance est reliée à une émotion. Mais comment fonctionne l'odorat chez l'humain? À chaque inspiration, des molécules odorantes pénètrent dans le nez. La muqueuse nasale comporte des cellules olfactives dotées de différents récepteurs, lesquels correspondent chacun à une molécule odorante. Quand la molécule trouve son récepteur, cela déclenche une réaction biochimique. Une impulsion électrique la transmet au cerveau, qui va la traiter. En fonction de ce que nous associons à cette odeur, et sans que nous en ayons conscience, nous allons être submergés par un feu d'artifice d'images, de sentiments et de souvenirs. La perception des odeurs est aussi une affaire de culture. Des chercheurs ont constaté que les Américains, gros mangeurs de viande, ont un faible pour les notes olfactives orientales. Les Japonais et les Scandinaves, amateurs de poissons, trouvent celles-ci plutôt désagréables. Pour eux, elles ont un relent de transpiration. Pour les parfumeurs français, la senteur du chrysanthème est taboue, cette fleur étant dans l'hexagone associée au cimetière. Elle jouit en revanche d'une grande popularité au Japon, où elle est considérée comme un symbole de vigueur. Mais l'odeur personnelle peut faire mieux encore. Elle influence le choix du partenaire. En effet, pour une descendance en bonne santé, mieux vaut que notre conjoint ait le système immunitaire le plus différent possible du nôtre. Si un système immunitaire est dangereusement similaire, les femmes le sentent en moins de 10 secondes. Mais les hommes aussi font preuve de flair. Une étude a révélé que dans les bars, les danseuses qui étaient en période féconde recevaient 2 fois plus de pourboire que les autres jours, tandis que la gratification de celles qui prennent la pilule reste constante. Explication des scientifiques, lors de l'ovulation, les femmes émettent des effluves plus affriolants et sont plus séduisantes. Certains parfums ont le don de charmer ces messieurs. Les femmes qui exhalent des odeurs fleuries peuvent paraître jusqu'à 6 kilos plus légères et on leur donnera même 6 ans de moins si elles répandent une légère senteur de pamplemousse. Les parfums nous mèneraient-ils par le bout du nez ? À mon avis, c'est un peu plus compliqué que ça. On n'arrivera pas à attirer les femmes comme la lumière attire les papillons. Pas plus que les hommes, d'ailleurs. On n'est pas près d'en arriver là, je pense. Et c'est peut-être mieux ainsi. Bien, à présent, nous allons étudier, dans des conditions strictement contrôlées et sous surveillance scientifique,
qui nous pouvons ou ne pouvons pas sentir et tenter de comprendre pourquoi. Oui, on va enfiler le nez du testeur. Bettina Pause, une chercheuse de cette université, nous a préparé une expérience pour observer la façon dont les humains réagissent aux odeurs personnelles. Comment ça se passe? Je vais vous bander les yeux. 6 volontaires vous attendent. Ils vont entrer l'un après l'autre. Je vais vous demander de les sentir et de me raconter ce que cela vous inspire. D'accord. Le pas est léger. Je suis sûre que c'est une fille. Salut. On se tait. Juste par politesse. Oh, il y a quelqu'un là. Ça, c'est une fille. Et je l'ai sentie blonde. Elle était blonde. Blonde, tu trouves? Elle avait l'odeur sportive en tout cas. Je dirais non déodorisée. J'imagine qu'ils le sont tous pour qu'on puisse les sentir. Je trouve que l'odeur avait quelque chose de lourd. Vous imaginez un partenaire ayant ce parfum? Non, c'est une fille et je suis complètement hétéro. Moi non plus. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Salut. Viens par ici, toi. Super. Qu'est-ce qu'il sentait? Bon? Frais? Je sais pas trop. Vaguement citronné. Bisous, bisous. Ça sentait bon. Moins bon que la fille de tout à l'heure. Eh bien moi j'ai préféré, tu vois. Et comme partenaire? Disons que je ne la trouve pas rebutante. Bonjour. J'ai senti un monsieur à l'odeur agréable. J'ai pas capté grand-chose là. Allez au suivant, numéro 5. Salut. Oh, ça se passe où? Ici. En tout cas, c'était un homme, un peu plus racé que celui d'avant. Musqué. Oui, plus de testostérone. Celui d'avant, ce serait... Bon, je suis mariée et du genre chien fidèle, mais disons... Celui d'avant, ce serait... la relation au long cours, et celui-là, ce serait le petit extra dans la relation au long cours. Enfin, je ne parle pas de moi, bien entendu. Une fille, Bonjour. c'est une fille. J'ai rien senti, Moi non plus. rien du tout. Comme si elle n'était pas là. Eh bien dites donc, ça n'avait peut-être l'air de rien, mais tous les deux on est Épuisée. complètement lessivés. Comment est-ce qu'on s'en sort? Vous vous en êtes très bien sorti. En fait, les hétérosexuels ont généralement tendance à trouver le sexe opposé plus agréable, ce qui était grosso modo le cas pour vous. Mais je dois vous avouer qu'on vous a un peu piégé. Chez le volontaire numéro 5, on avait vaporisé sur son t-shirt une lotion à base de testostérone, l'hormone masculine. Tiens donc, C'est ce que tu disais. j'ai bien marché. Vous l'avez senti et vous avez dit spontanément qu'il sentait la testostérone, l'histoire d'un soir. Et c'était bien celui qu'on avait aspergé de notre lotion. On peut attraper avec un peu de sang bon. Je vous le fais sentir à nouveau, en formule concentrée. Je suis curieuse de voir la réaction de Gunnar. Merci. Tu le sens? Oui, je trouve ça... Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est-à-dire? C'est ce... Oui, Je trouve ça très désagréable. Oui, c'est quelquefois mal perçu parce que... oui, je l'ai ressenti comme quelque chose de sale. Et j'ai parlé de musc alors que je ne sais pas ce que c'est. Oui, et la testostérone est associée au sexe, aux agressions, à la domination. Hommes et femmes y réagissent différemment en fonction de leur état hormonal du moment. Les hommes trouvent ça désagréable quand ils ont eux-mêmes un taux de testostérone élevé. Et les femmes aussi trouvent ça désagréable quand elles sont au milieu de leur cycle, quand elles ovulent et quand il s'agit d'avoir des enfants. À ce moment-là, le côté sale et sexy ne leur plaît pas trop. Elles auront tendance à l'éviter au profit d'un partenaire susceptible de s'occuper de l'enfant, une relation sur la durée, et non pas l'affaire d'un soir. C'est vraiment passionnant, parce que ça veut dire que la reproduction, la perpétuation de l'espèce sont en première ligne. Prenons un exemple. Une femme, pas forcément toi, cherche un père pour son enfant.
Est-ce qu'elle va en chercher un dont l'odeur lui plaît particulièrement? Parce qu'on a vu que c'était surtout une question de compatibilité des systèmes immunitaires. On ne choisit pas son partenaire uniquement en fonction de son odeur. On cherche aussi quelqu'un à qui parler. Mais confronté à quelqu'un qui nous est génétiquement trop proche, on sent qu'il n'est pas envisageable. Son odeur va nous paraître désagréable et on ne le prendra pas comme partenaire. Génial. C'est dingue. C'est passionnant. On vient de parler des hétérosexuels. Qu'en est-il des homosexuels? Quels sont leurs critères? C'est exactement l'inverse. Les gays vont traiter plus rapidement l'odeur corporelle d'autres hommes et les lesbiennes vont trouver l'odeur corporelle des femmes plus attirante. Mais c'est probablement acquis. On sait qu'une odeur corporelle qu'on sent souvent finit par nous sembler agréable. Et pour nous deux alors, on s'aime bien. Y a-t-il une composante olfactive dans l'amitié ou est-ce que ça ne concerne que le choix du partenaire? On s'est aperçu que les amis avaient des cellules olfactives similaires. Nous avons tous des cellules olfactives différentes. Chacun de nous perçoit différemment l'univers des odeurs. Mais il se trouve que les amis ont souvent un profil olfactif semblable. Ils perçoivent les odeurs de la même manière. C'est captivant. Oui, et nous n'avons évidemment pas un parfum comme nous n'avons pas une couleur de cheveux par exemple. Les odeurs que nous émettons sont variables. Qu'est-ce que nos effluves corporels révèlent sur nous et notre humeur du moment? Cela aussi, Bettina Pause et son équipe l'ont étudié. À son travail, elle prend l'ascenseur tous les jours. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui cloche. Elle a une impression négative. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'homme qui a pris l'ascenseur avant elle y est resté coincé récemment. Eh oh! Vous m'entendez? Eh! La panne a duré 5 longues heures. Or, il est claustrophobe. Une expérience qui laisse des traces. Maintenant, chaque fois qu'il prend l'ascenseur, il a des sueurs froides. Est-ce que par hasard, elle sentirait sa peur? C'est pour cela qu'elle se sent mal? La théorie de Bettina Pause, ce que l'on constate chez les animaux pourrait bien s'appliquer à l'homme. On sait que toutes les espèces animales communiquent chimiquement leur stress et leur peur. Un animal stressé émet ce qu'on appelle des phéromones d'alarme. Et ses congénères qui les perçoivent prennent la fuite. Les chercheurs pensent que dans des situations de peur, les humains émettent eux aussi des molécules de sueur chargées de signaux d'alarme et que ceux-ci sont perçus par les autres. À l'université de Düsseldorf, les psychologues ont procédé à une expérience. Ils ont collecté la transpiration d'étudiants qui attendaient de passer un oral redouté. Pour la comparer, ils ont prélevé de la sueur dans une salle de sport. Ils ont ainsi récolté 50 échantillons de transpiration. Les échantillons ont ensuite été placés dans un olfactomètre, un dispositif capable de dispenser des stimuli olfactifs. Voici l'expérience. Via un olfactomètre, on fait inhaler directement à plusieurs cobayes une fois de la sueur du sportif et une fois de la sueur de l'angoisse. Question: comment réagit le cerveau? Pour le savoir, on fait passer une IRM du cerveau à tous les sujets testés. Résultat, pas de réaction à la sueur du sportif. Mais en présence de la sueur de l'angoisse, le cerveau active des zones impliquées dans la reconnaissance de la peur chez autrui et responsables de l'empathie. Il s'agit de structures cérébrales profondes et inconscientes. Nous n'avons pas conscience de ce qui se passe. Nous avons une mauvaise impression, disons une intuition négative. Et le cas échéant, nous allons avoir tendance à éviter la situation plutôt qu'à l'affronter. Nous ne nous sentons pas bien, sans pouvoir dire pourquoi, mais nous allons essayer d'échapper à la situation. Mais la peur est-elle la seule émotion que nous soyons capables de sentir? C'est bien la question que se sont posées les chercheurs de Düsseldorf. Cette fois-ci,
ils ont prélevé la sueur de joueurs de badminton devant disputer un match décisif. Lors de l'expérience, l'olfactomètre a distribué au sujet testé une odeur de sueur normale, puis de sueur de l'agressivité. Dans le même temps, on mesurait la conductibilité cutanée au niveau des mains. Résultat, en cas d'exposition à la sueur normale, rien ne se passait. Mais en présence de sueur de l'agressivité, la conductibilité cutanée augmentait sensiblement. Les cobayes transpiraient donc des mains. Cela veut dire que le système neurovégétatif est en alerte, que le système sympathique va sécréter de l'adrénaline, par exemple. La personne qui sent l'agressivité sera globalement agitée et son taux d'adrénaline va augmenter. Les odeurs corporelles influencent-elles vraiment notre comportement ? Pour le savoir, les chercheurs ont élaboré un test au cours duquel les cobayes peuvent gagner de l'argent. Mais l'un des coéquipiers peut s'approprier les gains des autres. Les joueurs spoliés peuvent punir le voleur en remplissant un gobelet d'une sauce très piquante qu'il devra boire. Résultat, quand les hommes s'énervent au cours du jeu et inhalent en plus de la sueur de l'agressivité, ils mettent beaucoup plus de sauce piquante que si la sueur était neutre. Les femmes réagissent différemment. Les hommes, dans des situations cruciales, vont souvent riposter par la lutte ou par la fuite. Quand quelqu'un devient agressif, il peut sembler sensé de réagir également par l'agression. On sait que ce schéma comportemental ne serait pas raisonnable pour une femme, qui d'ailleurs ne le montrera pas. Les femmes auront plutôt tendance à protéger des membres du groupe. Ce que les cobayes ne savaient pas, c'est que le coéquipier était fictif et la perte de gain générée par l'ordinateur. Ce qui est sûr, c'est que comme beaucoup d'animaux, nous communiquons par le biais des odeurs corporelles, pour avertir nos congénères d'un danger potentiel, par exemple. Cette forme de communication est sans doute la plus ancienne dans notre évolution. La punition par la sauce piquante. Je comprends que ça fasse peur. En tout cas, c'est original. Nous sommes toujours à Düsseldorf avec Bettina Pause. Je voudrais encore vous poser quelques questions. Est-ce que tout le monde réagit de la même façon aux signaux olfactifs ou y a-t-il des gens qui y sont insensibles? Les gens réagissent très différemment. Ceux qui ont de fortes compétences sociales, qui aiment aller vers les autres, perçoivent les odeurs corporelles comme gratifiantes. Des analyses cérébrales ont effectivement révélé qu'elles étaient traitées comme des récompenses. Ils se mêlent donc délibérément à la foule. Tout à fait, parce qu'ils aiment ces signaux chimiques. Et ceux qui sont socialement très anxieux, très timides, sont particulièrement sensibles à la sueur de la peur. Ils réagissent vivement à l'odeur de la peur chez autrui. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Qu'y a-t-il à l'origine? La prédisposition caractérielle ou... Par où ça commence? C'est vrai, mais pas vraiment signifiant dans le cadre d'une thérapie. Quand on traite les signaux olfactifs pour soigner les troubles d'anxiété, il est finalement peu important de savoir où est la poule et où est l'œuf, car on procède systématiquement à une désensibilisation à cette odeur. Mais c'est donc quelque chose que nous pouvons entraîner. C'est vrai, les cellules olfactives se font et se défont en fonction de l'expérience. On peut s'entraîner à capter certaines odeurs, comme s'exercer à ne pas les percevoir. C'est drôle. Bon, si je fais la connaissance de quelqu'un, il y a une première impression. Et qu'est-ce qui compte le plus? Ce que je vois ou ce que je sens? Quel est le sens le plus développé? On a découvert que l'homme pouvait percevoir quelques 300 000 sons, environ 1 million de couleurs, mais quelques 1000 milliards d'odeurs. Notre odorat est donc extrêmement puissant, mais on ne se rend pas compte. 99% de ces réactions chimiques sont inconscientes. Mais inversement, cela veut dire aussi qu'on est largement téléguidé par l'inconscient. Oui. Voilà qui ouvre la voie à une foule de sujets passionnants pour Xenius. En effet, merci beaucoup pour cet entretien. C'est doublement incroyable. D'un côté, l'odorat nous gouverne bien plus qu'on ne le pense. De l'autre, on transmet par les odeurs bien plus d'informations qu'on ne croit. Oui, notre organisme émet ainsi des signaux olfactifs quand nous sommes malades, ce qui intéresse fortement les chercheurs. Ces substances pourraient bien révolutionner les techniques de diagnostic précoce.
un diagnostic indolore et non invasif. Reconnaître les maladies à leur odeur. Le nez humain ne le peut pas, mais qu'en serait-il avec un nez artificiel? Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est à portée de main. Le professeur Andreas Voss, spécialiste en génie biomédical à Jena, pense que cet appareil va révolutionner la médecine. Voici l'idée. En cas de maladie, le corps produit différents métabolites en fonction de la pathologie. Ces métabolites, ou du moins leurs résidus de dégradation, sont éliminés par l'organisme, ce qui peut générer une modification de l'odeur corporelle. En cas d'insuffisance rénale, par exemple, on perçoit une odeur d'ammoniac. Voilà pourquoi nous nous sommes demandé s'il ne serait pas possible de fabriquer un appareil, un nez, capable de détecter des odeurs de manière ciblée. À l'hôpital universitaire d'Iéna, le nez électronique est déjà en action. Il accompagne son inventeur, le professeur Voss, lors de sa visite olfactive. Il s'agit d'une étude pilote et jusqu'à présent, les résultats sont prometteurs. Voilà comment cet appareil fonctionne. Ici, à l'écran, les courbes de ce diagramme signalent la présence de différentes odeurs. Des études antérieures ont déjà mis en évidence que des modifications dans ces courbes nous fournissent des informations, par exemple sur une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale ou une cirrhose du foie. On pourrait aussi déterminer la présence d'un carcinome. On a donc entrepris d'analyser l'odeur corporelle de 120 sujets afin de diagnostiquer leur pathologie. Le taux de réussite est de 85%. Mais le nez doit d'abord intégrer l'odeur des différentes maladies. C'est pourquoi, en phase de développement, on a recours parallèlement à des méthodes d'analyse chimique traditionnelles. Le nez est calibré, c'est-à-dire qu'on l'entraîne à capter les composés olfactifs d'une affection. Le nez doit être capable de retrouver une image olfactive donnée, représentative d'une maladie en quelque sorte. Tout comme la température pour la fièvre, il doit y avoir une substance bien précise que la peau n'exude que dans telle ou telle pathologie. Cette substance, c'est ce qu'on appelle un biomarqueur. Une fois que le nez électronique a été entraîné sur un syndrome, il va détecter les biomarqueurs à partir de diverses particularités, notamment la quantité d'oxygène qu'ils absorbent. Certains biomarqueurs dégagent de l'oxygène. On a alors beaucoup d'oxygène au niveau du capteur. D'autres biomarqueurs absorbent l'oxygène et le capteur affiche peu d'oxygène. La conductivité superficielle du capteur se modifie en fonction du taux d'oxygène et le nez identifie un syndrome. Ce qui fonctionne avec les émanations corporelles devrait fonctionner avec d'autres sécrétions, l'urine par exemple. Les chercheurs ont procédé à un second test sur 40 sujets. Outre des pathologies comme l'insuffisance rénale et les inflammations, ils ont également essayé de diagnostiquer le cancer de la vessie. Résultat, le taux de réussite avec l'urine est le même qu'avec les odeurs corporelles. En combinant les techniques, l'analyse de différentes odeurs corporelles devrait pouvoir faire avancer considérablement la médecine. Avec le nez électronique, notre objectif est surtout le diagnostic précoce des pathologies. Il ne s'agit donc pas de remplacer le diagnostic traditionnel, mais plutôt d'obtenir des indices permettant de diriger le patient vers le spécialiste correspondant. Andreas Voss voudrait arriver à repérer les pathologies de façon fiable et par le biais de toutes les sécrétions, comme l'air expulsé par exemple. S'il y parvient, son invention pourrait bien se retrouver un jour chez les généralistes. Le super nez électronique va peut-être bientôt assister les médecins. Ça me rappelle le cyberpolicier de mon enfance, l'inspecteur Gadget. Go, go, Gadget au nez. Il avait un nez télescopique? Pas sûr.
J'ai oublié. Toujours est-il que nous venons d'apprendre que le nez est un organe très subtil et que les odeurs influencent beaucoup plus nos actions et nos sentiments qu'on ne l'aurait cru. Une chose est sûre, les odeurs jouent un rôle important dans nos intuitions. Et on devrait peut-être leur accorder plus d'attention. À vue de nez, l'émission est terminée. Alors, à la À prochaine la fois. prochaine. Allez, on y va, au pifomètre. Je ramasse mes petits papiers, on est parti. Weil es so kalt war.